le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença et, comme elle dansait avec M. de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que M. de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, surtout ce soir-là, où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. Mes vers, malgré le sang que j'ai mis dans vos veines, malgré l'exacte odeur de l'aube et de la nuit, malgré vos clairs étangs où tout l'azur reluit et vos 30 jardins de lys et de verveine, malgré vos vêtements d'or et d'argent rayés, vos yeux plus complaisants, plus ivres de parade que dans les soirs d'été ne fut Scheherazade près du morne sultan qu'il faut émerveiller. Malgré vos fleurs de mai dont chaque brin se pâme, malgré les fruits, le vent, le miel des 12 mois, malgré tout ce torrent qui coule en vous de moi, qu'avez-vous fait du suc et du sel de mon âme? De ces désirs, ces cris, ces éblouissements, si tendres, si joyeux, si tristes, si sensibles, qu'un autre être que moi ne les croit pas possibles, et s'il portait mon cœur, mourrait d'épuisement. Ô mes vers assoupis, vous n'êtes pas moi-même. Vous avez pris ma voix sans prendre mon ardeur. Les plus longs aiguillons sont restés dans mon cœur, et nul ne saura rien de ma force suprême. Ah, pour vraiment goûter mon ineffable émoi, pour connaître mon âme et ce que fut ma vie, il faudrait que l'on m'eût dans les chemins suivis, à l'heure, ô poésie, où vous naissiez de moi. À l'heure où mes mains sont au niveau des monts roses, où mon front lumineux est à l'azur pareil, où je vois à la fois la lune et le soleil dans le palais secret où les jours se composent. À l'heure où tout l'amour se rejoint dans mon cœur, venant de tout l'espace et de toute contrée, où dans un clair jardin l'abeille rencontrée me transmet sa luisante et divine vigueur. À l'heure où l'aube d'or souffle sa fraîche haleine, où sur un vert coteau baigné de vent sucré, les trèfles dont les fleurs sont des pinceaux pourprés, comme un rose torrent dévalant vers la plaine, où les 2 bras jetés sur la douce saison, j'appuie au bleu de l'air ma bouche vive et morte, où les blancs papillons que la brise transporte dans un narcisse éclos tombent en pâmoison. Mes vers, dites à ceux qui liront vos musiques
que vous n'êtes qu'un peu de soleil qui descend, qu'un peu de frange prise à la pourpre du sang, qu'un peu de cendre au bas des brûlures physiques. Ah, malgré mes sanglots si pressants et si longs, que pouviez-vous garder dans votre coupe étroite de l'immense océan qui chante et qui miroite millions de désirs, de pleurs, de violons? Que pouvez-vous garder des langueurs de Venise, des regards de l'amour aux soupirs allongés, d'un odorant matin dansant dans les vergers et des soirs abattus où Venise agonise? Mais puisque votre écho ne peut être pareil à la cymbale d'or des chaudes existences, peut-être que mon rêve est entré dans vos stances et que vous ressemblez, mes vers, à mon sommeil. Lettre que j'appelle moi vint au monde un certain lundi 8 juin 1903, vers les 8 heures du matin, à Bruxelles, et naissait d'un Français appartenant à une vieille famille du Nord et d'une Belge dont les ascendants avaient été durant quelques siècles établis à Liège, puis s'étaient fixés dans le Hainaut. La maison où se passait cet événement, puisque toute naissance en est un pour le père et la mère et quelques personnes qui leur tiennent de près, se trouvait située au numéro 193 de l'avenue Louise et a disparu il y a une quinzaine d'années, dévorée par un building. Ayant ainsi consigné ces quelques faits qui ne signifient rien par eux-mêmes et qui, cependant, et pour chacun de nous, mènent plus loin que notre propre histoire et même que l'histoire tout court, je m'arrête, prise de vertige devant l'inextricable enchevêtrement d'incidents et de circonstances qui plus ou moins nous déterminent tous. Cet enfant du sexe féminin, déjà pris dans les coordonnées de l'ère chrétienne et de l'Europe du XXe siècle, ce bout de chair rose pleurant dans un berceau bleu, m'oblige à me poser une série de questions, d'autant plus redoutables qu'elles paraissent banales et qu'un littérateur qui sait son métier se garde bien de formuler. Que cet enfant soit moi, je n'en puis douter sans douter de tout. Néanmoins, pour triompher en partie du sentiment d'irréalité que me donne cette identification, je suis forcée, tout comme je le serais pour un personnage historique que j'aurais tenté de recréer, de m'accrocher à des bribes de souvenirs reçus de seconde ou de dixième main, à des informations tirées de bouts, de lettres ou de feuillets de calepin qu'on a négligé de jeter au panier, et que notre avidité de savoir pressure au-delà de ce qu'ils peuvent donner, ou d'aller compulser dans des mairies où j'ai des notaires, des pièces authentiques dont le jargon administratif et légal élimine tout contenu humain. Je n'ignore pas que tout cela est faux ou vague, comme tout ce qui a été réinterprété par la mémoire de trop d'individus différents. Plat comme ce qu'on écrit sur la ligne pointillée d'une demande de passeport, niais comme les anecdotes qu'on se transmet en famille, rongé par ce qui entre-temps s'est amassé en nous comme une pierre par le lichen ou du métal par la rouille. Ces bribes de faits crus, connus, sont cependant entre cet enfant et moi la seule passerelle viable. Ils sont aussi la seule bouée qui nous soutient toutes deux sur la mer du temps. C'est avec curiosité que je me mets ici à les rejointoyer pour voir ce que va donner leur assemblage. L'image d'une personne et de quelques autres, d'un milieu, d'un site, ou ça et là, une échappée momentanée sur ce qui est sans nom et sans forme. C'est dans une maison qu'on est seul, et pas au dehors d'elle, mais au dedans d'elle. Dans le parc, il y a des oiseaux, des chats, mais aussi une fois un écureuil, un furet. On n'est pas seul dans un parc, mais dans la maison,
on est si seul qu'on en est égaré quelquefois. C'est maintenant que je sais y être resté 10 ans, seul, et pour écrire des livres qui m'ont fait savoir, à moi et aux autres, que j'étais l'écrivain que je suis. Comment est-ce que ça s'est passé? Et comment peut-on le dire? Ce que je peux dire, c'est que la sorte de solitude de Naufle a été faite par moi, pour moi, et que c'est seulement dans cette maison que je suis seule. Pour écrire, pas comme je l'avais fait jusque-là, mais écrire des livres encore inconnus de moi, et jamais encore décidés par moi, et jamais décidés par personne. Là, j'ai écrit Le ravissement de l'Olvestein et Le vice-consul, puis d'autres après cela. J'ai compris que j'étais une personne seule avec mon écriture, seule, très loin de tout. Ça a duré 10 ans peut-être, je ne sais plus. J'ai rarement compté le temps passé à écrire, ni le temps tout court. J'ai compté le temps passé à attendre Robert Anthelme et Marie-Louise, sa jeune sœur. Après, je n'ai plus rien compté. Le ravissement de l'Olvestein et le vice-consul, je les ai écrits là-haut, dans ma chambre, celle aux armoires bleues, hélas maintenant détruite par des jeunes maçons. Quelquefois, j'écrivais aussi ici, à cette table-là du salon. Cette solitude des premiers livres, je l'ai gardée. Je l'ai emmenée avec moi. Mon écriture, je l'ai toujours emmenée avec moi, où que j'aille, à Paris, à Trouville ou à New York. C'est à Trouville que j'ai arrêté dans la folie le devenir de Lola Valérie Stein. C'est aussi à Trouville que le nom de Jan Andreas Steiner m'est apparu avec une inoubliable évidence, il y a 1 an. La solitude de l'écriture, c'est une solitude sans quoi l'écrit ne se produit pas, où il s'émiette exsangue de chercher quoi écrire encore, perd son sang, il n'est plus reconnu par l'auteur. Et avant tout, il faut que jamais il ne soit dicté à quelque secrétaire, si habile soit-elle, et jamais à ce stade-là donné à lire à un éditeur. Il faut toujours une séparation d'avec les autres gens autour de la personne qui écrit les livres. C'est une solitude. C'est la solitude de l'auteur, celle de l'écrit. Pour débuter la chose, on se demande ce que c'était ce silence autour de soi. Pratiquement à chaque pas que l'on fait dans une maison et à toutes les heures de la journée, dans toutes les lumières, qu'elles soient du dehors ou des lampes allumées dans le jour. Cette solitude réelle du corps devient celle, inviolable, de l'écrit. Je ne parlais de ça à personne. Dans cette période-là de ma première solitude, j'avais déjà découvert que c'était écrire qu'il fallait que je fasse. J'en avais déjà été confirmée par Raymond Queneau. Le seul jugement de Raymond Queneau, cette phrase-là, ne faites rien d'autre que ça, écrivez. Écrire, c'était ça, la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait. L'écriture ne m'a jamais quittée.